comment ça va? Comment allez-vous? Eh bien, nous commençons avec ces images où l'on commence à voir des attaques. Cette fois-ci, selon les médias iraniens, ils attaqueraient le siège de la 5e flotte de la marine à Bahreïn. Les attaques s'étendent à différents pays du Golfe. Alors passons aux détails de ce qui se passe. Si tu nous accompagnes, n'oublie pas de liker et de partager. Pendant ce temps, on observe ces missiles, regardons-les à nouveau. C'est ça, ce serait quoi? Ce serait un missile balistique, non? C'est un balistique. Des missiles balistiques d'Iran. N'est-ce pas? Ça concerne l'Iran. Bon, écoutons un peu le moment où il passe. Une autre image qui attire l'attention est celle-ci. Ce serait, disons, déjà la nuit, tout est vraiment sombre. Mais on peut voir, surtout au début de la vidéo, voyons si on peut le voir, ici à l'écran. Non, je n'arrive pas à le voir, mais voyons si on peut le mettre maintenant. Parce que c'est là. Ça doit être ici. En haut, oui. Il est là. Attends une seconde. Ce sont des secondes, n'est-ce pas? Au final, ce sont les gens eux-mêmes qui filment. Ce ne sont pas des caméras professionnelles ou quoi. Mais voilà, c'est là, non? En essayant au moins de capturer un peu. Cette activité a été observée au-dessus de l'Iran. Les États-Unis mènent déjà, selon les rapports, la 3e vague d'attaques contre l'Iran. Et en même temps, ils disent qu'ils vont chercher à négocier. C'est-à-dire pendant qu'ils mènent ces attaques avec des missiles balistiques des deux côtés. C'est incroyable, mais parlons-en dans un instant. Regardons d'abord ce qui se passe ici. Ici, nous voyons l'attaque qui a eu lieu à Bahreïn. Là, on voit bien où un missile est tombé. Attends, laisse-moi revenir un peu en arrière. Voilà, regarde. Ah mais... Vous avez vu le tir et le rejet? Non, voyons. Je crois. Mais bon, moi je l'ai bien vu, hein? Non, je l'ai vu de côté et tu l'as vu aussi. Tant mieux, mais personne d'autre ne l'a vu ici. Hé, Il est là. Voyons, on va voir si on peut revenir un peu en arrière encore une fois. Là, entre les deux, dans ce U, ici. ici de ce côté, dans ce petit trou, dans cette ouverture, c'est là, oui, c'est là. C'était une attaque filmée par une caméra de sécurité. Eh bien, la ville semble assez dense, très typique de ces pays du Golfe. Et bon, ici aussi, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit un drone iranien survolant l'Irak. Ces images étaient déjà, dans l'après-midi chez nous, elles commençaient déjà à circuler. Ces images proviennent du premier direct qui a eu lieu dans l'après-midi, que nous avons fait là en plein air, c'était la première vague. Dis-moi. Et oui, ça nous a pris dehors, et donc Astrid a lancé un direct comme ça, court via son téléphone portable, juste pour vous prévenir qu'ils étaient déjà en train d'attaquer l'Iran. Eh bien, vous savez déjà qu'ici, on essaie de vous tenir au courant toute la journée des situations, où que nous soyons. Et donc, un grand salut à mon homonyme José, salutations à tous, à Ophé Mendes, à MT, beaucoup de visages connus, n'est-ce pas? Maintenant, un grand merci à Roble, évidemment. À toute la communauté qui arrive, énorme salutations, merci beaucoup de faire partie de la communauté. Edil, comment vas-tu? Allons-y, je crois que nous avons une autre image. Comment allez-vous? Salutations, je crois qu'il y a d'autres images, non? Allons dans les détails, mais discutons un peu en attendant. Des explosions sont signalées à Yazd, c'est-à-dire sur la côte sud de l'Iran, selon l'agence de presse Selon. Aussi, on parle d'une liste supposée d'objectifs qui ne sont pas confirmés, mais qui seraient en train d'être attaqués. Cette fois-ci. Voyons, des attaques sont en cours dans lesquelles, on s'attendait à ce qu'il y ait une réponse aux États-Unis à cause de l'hélicoptère, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on s'attendait à une réponse parce que cet Iran a abattu un hélicoptère. Mais je pense que la réponse a été, assez dure. Et il y avait clairement déjà des cibles qu'ils avaient à différents endroits en Iran, et ils ont dit dès le début, dès qu'on peut, on les détruit, non? Donc, en gros, qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent? Tout cela a commencé, c'était à 17h, on en parlait dans l'après-midi, quand la porte-parole du CENTCOM a annoncé cette opération. Que c'est une réponse qu'il qualifie de proportionnelle à l'agression injustifiée de l'Iran. Concernant l'affaire de l'hélicoptère, aujourd'hui d'ailleurs, il a été révélé que Trump voulait vraiment, fermer les yeux sur l'affaire de l'hélicoptère, mais Pete Hegseth et Dan Kane, qui est le chef d'état-major, lui ont dit non, qu'il fallait avoir une réponse, et voici la réponse. Au bout de 3 heures, le commandement central, affirme le CENTCOM, avait déjà terminé les attaques. Ceci n'était que la première vague, mais évidemment,
Il y en a eu d'autres après parce que, l'Iran a répondu assez fermement. Bon, alors voyons voir. Et C'est la réponse. Les États-Unis, Pete Hegseth et Dan Kane, convainquent les États-Unis qu'il fallait effectivement répondre. Ils convainquent Trump qu'il fallait effectivement répondre. Parce que Donald Trump donnait des signes. Il a même publié un message dans lequel il laissait entendre qu'il allait y avoir une réponse. Mais en réalité, on avait l'impression qu'il était énervé. Mais pas tant que ça, non. C'est-à-dire, on aurait dit que la réponse allait être quelque chose de très basique, mais ensuite, il y a eu une réponse plus forte. Et cela, c'est parce que, apparemment, Pete Hegseth et ce Dan Kane ont pris de l'importance. En ce moment, ils sont en coulisses. On parle de la possible sortie de Pete Hegseth. Au fait, on pense qu'il pourrait le renvoyer bientôt parce qu'il n'a pas donné les résultats attendus, parce que tout était resté à moitié fait, parce qu'avec ce qui avait été proposé pour attaquer l'Iran, on supposait que le régime allait tomber. Donc, au final, ça ne leur a pas plu. Et il doit aussi y avoir une sorte de conséquence. Parce que comme ça, entre guillemets, Trump c'est comme non, c'est la faute de celui-là, n'est-ce pas? Si vous faites attention, il a déjà commencé à rejeter la faute sur Israël, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il s'en est rendu compte, et cela s'est révélé par des sondages dans lesquels MAGA, mais aussi une bonne partie de la population, on parle déjà d'environ 6 personnes sur 10, n'est-ce pas? Qui sont totalement opposés aux positions d'Israël aux États-Unis. Autrement dit, pour une grande partie de la population américaine, c'est passé d'une opinion plutôt favorable, disons, à quel est le problème? Israël, c'est-à-dire en faveur. La société américaine était auparavant favorable à de nombreux sujets, donc sur la question d'Israël, ils étaient favorables, oui, aux questions de la Palestine, etc. Et maintenant, ils sont contre. Donc on parle du fait que maintenant 37% soutiennent Israël et que l'autre pourcentage ne le soutient pas. Donc Donald Trump le sent, il le voit dans les sondages et il dit « Vous savez quoi ? C'est le moment de ne pas soutenir Netanyahou, d'où ce débat autour de lui, non parce qu'il s'entend mieux avec lui. En réalité, il ira là où sont les voix. Et si en ce moment il est impopulaire de soutenir Israël, alors il va critiquer et dire n'importe quoi sur Netanyahou. Parce qu'évidemment, ça l'arrange. Du point de vue électoral, donc on va voir cette tendance sûrement de plus en plus marquée. Mais l'erreur de l'Iran, ça a été d'attaquer cet hélicoptère. Parce que dans ce cas-là, il allait forcément y avoir une réponse, et la réponse allait arriver. Mais c'est ce qu'ils cherchent, non? L'Iran, ce que veut vraiment l'Iran, c'est une réponse. Ce n'est pas une erreur pour eux, c'est la stratégie. Disons une erreur entre guillemets, parce qu'ils doivent simplement se mesurer, c'est-à-dire ils doivent mesurer jusqu'où aller. D'abord, ils ont attaqué le Koweït, une base des États-Unis, où d'ailleurs il y a eu des blessés parmi les contractuels et les soldats américains, mais ils ont dit que c'était léger. Donc, non, il ne s'est rien passé, ça m'a paru très étrange qu'il ne se passe rien. Normalement, quand ils attaquent des bases, il y a une réponse, et ensuite ils ont attaqué 2 ou 3 fois de plus le Koweït, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs attaques comme ça et rien n'a été fait. Dans l'une d'elles, Donald Trump a dit « Si jamais ils attaquent et qu'il y a des pertes américaines, nous répondrons très fermement. Je ne sais pas quoi ni quand. » Cette fois-ci, je pense que ça a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, non? Exactement, et donc au début, les zones attaquées se trouvaient dans la région d'Ormagazan où des explosions ont eu lieu. Aussi dans la région de Sirik et sur l'île de Kems qui a aussi été l'une des plus attaquées. Parce qu'il faut rappeler qu'ils ont là-bas différents, points militaires. C'est aussi de là qu'ils lancent des drones, etc. Il y a aussi des vedettes. De là, ils surveillent tous les navires passant par ce détroit. Donc, ils y sont présents. Et non, le régime n'a pas donné de chiffres concernant les victimes, ni sur le nombre de personnes qui ont perdu la vie. De leur côté, des détonations ont également été entendues à Bandar Abbas et aussi à Sirik et à Kesh. Elles se trouvent dans une zone stratégique pour ce qui est du détroit d'Ormuz. Voyons, nous avons donc déjà une 3e vague. Des attaques de l'Iran aussi, c'est-à-dire attaque et contre-attaque, on peut dire oui. Maintenant, passons à ce que a fait l'Iran. Voyons les réponses que l'Iran a données. Allons-y directement, alors. Disons, que se passe-t-il? L'Iran a déjà lancé des missiles et des missiles balistiques. Il y a des drones contre des bases américaines à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie, et c'est déjà allé un peu plus loin, parce que la Jordanie est en quelque sorte la porte d'entrée d'Israël. Bahreïn donc, puis on va aussi vers le Koweït.
Et un peu plus près d'Israël, ce serait vers la Jordanie, non? Ce serait cette zone, non? Donc, eh bien, voilà, les choses sont devenues intenses, surtout qu'hier, ils attaquaient en direction d'Israël, dans laquelle, même aujourd'hui, il y avait des images où, soi-disant, il y a eu des dégâts dans une base israélienne. Eh bien, nous verrons ce qu'Israël dira à ce sujet, parce qu'ils ont effectivement opéré de manière très large, n'est-ce pas? C'est-à-dire, eh bien, c'était ce à quoi on s'attendait, c'était ce qu'ils voulaient, en gros. Parce que avec ça, cela donne aux Iraniens le prétexte de vouloir boycotter la Coupe du Monde, en gros, non. C'est-à-dire, j'espère que ça n'ira pas plus loin, mais l'alerte doit être au maximum en ce moment à ce sujet. Exactement. Ainsi, la garde révolutionnaire commande ses attaques en déclarant « Les États-Unis ont attaqué ce matin plusieurs points à Haas, Zirik et Kems sous de faux prétextes et ont endommagé une tour de télécommunication à Zirik. Ils ont détruit 2 réservoirs d'eau de la ville. » C'est très important parce qu'une attaque contre des infrastructures qui affectent la population, ce n'est pas rien. Et il y a déjà des images montrant que ces réservoirs ont été endommagés et que cette eau dont dépend la population en ce moment ne coule plus. Et donc, de plus, la garde révolutionnaire était présente et aucune réaction face aux actes cruels de l'ennemi. Les combattants navals de la garde révolutionnaire lancent une attaque de drone contre la 5e flotte de Bahreïn à 2h30 heure locale. Et ils ont averti qu'il y aurait des réponses plus fermes. Il dit aussi que 4 cibles militaires ont été attaquées et détruites, dont un groupe d'avions F-35 dans une base aérienne et un centre de commandement militaire américain. Voici leurs commentaires. Cela se passerait sur la base américaine en Jordanie, là où ils affirment déjà avoir détruit des F-35. Dans les forces armées du Koweït, ils assurent qu'ils ont également attaqué des cibles aériennes hostiles là-bas. Et si l'état-major de l'armée annonce que les systèmes de défense aérienne du Koweït, fournis par les États-Unis, sont actuellement en train de faire face à des cibles aériennes hostiles, conformément aux procédures et aux objectifs établis. En ce moment, en fait, les attaques se poursuivent et la défense aérienne du Koweït continue de protéger le pays. Cette image que nous avons vue il y a un instant montre les moments. Le moment où l'on voyait le ciel. Tous les missiles passaient au-dessus de Bahreïn. Je ne sais pas si on peut les voir ici, mais les traînées sont très subtiles. Nous devons partir, mais ce sont bien des traînées qui étaient au-dessus de l'île de Bahreïn, sur ce royaume qui se trouve là, pas un quartier. Eh bien, le Koweït a aussi été placé en alerte aérienne avec ce problème, le Koweït et cette alerte. Pour l'instant, aucune attaque n'est signalée, non. Nous avons aussi raconté l'histoire, n'est-ce pas? Et il y a eu aussi des attaques récentes dans cette région. Donc, eh bien, passons à un autre sujet, allons à un autre sujet, toujours lié à cela, là-bas en Iran, mais sous un autre angle. Voyez-vous, aujourd'hui, un rapport a été présenté de la part de sites qui, en fait, se concentrent pratiquement sur le domaine militaire et aussi sur la question de l'aviation. Vous n'avez pas remarqué que, tout à coup, sans raison apparente, des mouvements d'avions civils depuis l'Iran vers l'Asie ont commencé? Non, les avions restaient là-bas, non. Ils partaient, mais puis restaient. Oui, ils sont restés, ils transportent des gens. On ne sait ni pourquoi, ni dans quel but, non. Mais cela a déclenché des alertes après ces attaques, ce qui semble déjà être un signe. Ce que le Qatar a fait d'ailleurs, il me semble que c'était hier ou quelque chose comme ça. Hier, dimanche, Dimanche, ils ont fermé l'espace aérien, et l'espace aérien restera fermé jusqu'au 14. Pas tout, pas 100% du Qatar, mais pratiquement toute la zone, disons, qui fait face à l'Iran. Toute cette zone, sauf quelques routes vers le sud, disons. Celles-ci sont encore ouvertes pour l'instant, mais tout le reste est fermé parce que le Qatar voyait clairement que quelque chose arrivait, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que nous avons commencé à voir plusieurs signes, n'est-ce pas, qui apparaissaient par là. Et maintenant? Eh bien, il y a aussi évidemment une réaction de Abbas Araghachi, qui est le ministre des Affaires étrangères. Voici ce qu'il dit. Il publie un commentaire agressif sur X « Quittez notre région si vous voulez être en sécurité ». Ce message s'adresse clairement à Washington. Dans ce même message, il avertit que les forces armées du pays ne laisseront sans réponse aucune attaque, aucune menace. Et il a rappelé que l'histoire du Golfe Persique compte de nombreux chapitres sur les terribles destins qu'ont connus les intrus étrangers.
Et il a bien précisé que le détroit d'Ormuz n'est pas des eaux internationales, mais un espace partagé, un passage entre l'Iran et Oman. Hey, Eh bien, ajoute ton ami là-bas. et voilà, ils ont ajouté Oman exactement, n'est-ce pas? Enfin voilà. Bon, alors restons attentifs à ce qui va arriver dans les prochaines heures. Mais déjà, il y a des réactions, évidemment sur les marchés. On commence déjà à voir que le pétrole est en train de s'envoler maintenant. Non, pas trop. C'est-à-dire, on parle du fait qu'il est passé de 91 $ hier à 94 aujourd'hui, mais bon, non. Enfin oui, c'est important. La hausse n'est pas extrême, non, ce n'est pas impressionnant. Alors, c'est le Brent et le West Texas restent à 89 $, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le Brent était à 85 maintenant, à 89. Voilà pourquoi je te dis que ce n'est pas exagéré, n'est-ce pas? Mais bon, ce sont aussi de petits signaux, mais qui ne sont pas forcément si graves, même si le prix reste extrêmement élevé, n'est-ce pas? Je veux dire grave dans le sens où on ne sait pas si ça va s'envoler vers 110, 120 ou des choses comme ça, ce qui serait déjà beaucoup trop. Mais malgré tout, l'inquiétude, c'est que ça continue, non? Là, on voit le Texas à 89 $, enfin. Pas le Texas. Bon, il faut aussi rester attentif à ce sujet. Passons à d'autres sujets aussi, allons vers d'autres choses. Eh bien, regardez, Netanyahou s'en est déjà rendu compte, Israël aussi s'en est rendu compte. La prochaine étape, la prochaine phase de la guerre. Ils vont probablement devoir la mener seuls. Même si en ce moment nous voyons les réactions de Trump, l'avertissement que Trump a, c'est de voir s'il y a des tirs. À cause de l'erreur, disons, d'avoir attaqué l'hélicoptère. Mais on souligne que la seule possibilité pour que la guerre continue serait uniquement avec Israël et non avec les États-Unis. Donc ce serait un pays contre un autre pays. Évidemment aussi avec tous les groupes alliés de l'Iran comme les Houthis et d'autres, et bien d'autres milices qui existent là-bas, donc ce serait donc cette possibilité. Que dit Netanyahou? Eh bien, il a été divulgué que Netanyahou, lors d'une réunion du cabinet de sécurité, eh bien, il dit qu'il se peut que nous devions agir sans le soutien des États-Unis, malgré tous les coûts que cela implique. Et on sait que Netanyahou ne voudrait pas avoir à attaquer l'Iran seul. Cependant, ils sont prêts à le faire si nécessaire. Au bout du compte, ils sont proches de l'ennemi. Non, les États-Unis sont loin, ils ont un océan qui les protège, comme l'a dit un jour Zelensky dans le bureau ovale, et eux, ils sont à seulement quelques kilomètres de l'Iran, et au moment où l'Iran aura une arme, eh bien, ils l'auront juste à côté, n'est-ce pas? Le fait est que la relation entre Netanyahou et Trump n'est plus la meilleure. Aujourd'hui, il s'est moqué de savoir si Netanyahou comptait redevenir Premier ministre. Ils ne sont plus là, la lune de miel est déjà passée. Oui, c'est ça, ils ne sont plus en bons termes. Voilà comment a été la relation entre ces personnages, entre Trump et Netanyahou. C'est comme ça. Il faut se rappeler que lors du premier mandat, c'était pareil. Il y a eu un moment où ils étaient en très proches, puis, quand les enquêtes pour corruption contre Netanyahou ont commencé, Trump a arrêté de lui parler. Oui, il ne répondait même plus à ses appels, ni rien. Autrement dit, si tu as des soucis, gère-les seul et appelle-moi après, non? Et pendant le deuxième mandat, la relation entre Netanyahou et Trump s'est rétablie. Le problème ici, c'est qu'il n'y a pas de bonne relation en ce moment, non? Point. C'est-à-dire, il n'y a pas de bonne relation, et ce tournant que viennent de prendre les États-Unis, c'est vraiment un coup rapide. En gros, ils frappent 2, 3, 4 cibles, puis ils se retirent, et c'est tout. Là, ça s'arrête, comme on dit par ici, pas plus loin. L'Iran ne répond pas comme ça, c'était fort, même si, je veux dire, il tire sur les bases. Le mot « nous sommes » en supposant que l'attaque des Iraniens ne soit pas très forte. Alors peut-être que les États-Unis pourront décider. Bon, continuons donc avec l'intention d'un cessez-le-feu, etc., etc. N'est-ce pas? Exactement. Et aujourd'hui aussi, le lieutenant-général Eyal Samir a fait une déclaration forte sur l'Iran. Il affirme que les attaques Enfin, c'est un avertissement à l'Iran, moi. Je pense, mais le lieutenant vient d'Israël. Oui, il est d'Israël, mais ce n'est pas le lieutenant-major de l'armée israélienne, les FDI, et il affirme que les attaques de dimanche ne sont qu'un préambule à ce pourquoi ils sont préparés. L'attaque que nous avons menée en Iran, c'était une préparation pour un coup plus fort.
Nous sommes prêts à revenir et à lancer une autre attaque sévère et de grande envergure contre l'Iran, car ils continuent de lancer des avertissements. Ils lancent leurs avertissements depuis que la guerre s'est un peu arrêtée, disons qu'elle a été mise en pause parce qu'elle n'est pas terminée. Oui, voilà. Eh bien, ils sont à nouveau prêts et disposés à attaquer. De leur côté, la population israélienne ne considère plus les États-Unis comme un acteur qui se soucie ou qui s'intéresse à la sécurité d'Israël, ce qui est bien. Je pense que cela doit être clair pour tout le monde. Trump ne s'intéresse absolument à la sécurité de personne, sauf à la sienne et à celle de sa famille. Peut-être, mais surtout à celle de la famille Trump. Eh bien, voilà comment sont les choses. C'est comme ça a toujours été ainsi. Eh bien non, et ça se voit. On voyait devenir que ça allait dans cette direction. Maintenant, nous sommes face à... Eh bien, c'est un moment où pour Trump, les élections comptent plus que toute autre chose. Les élections approchent déjà à grands pas. Il y a une Coupe du Monde au milieu de tout ça, mais il ne pense pas non plus que ça l'intéresse tant que ça. Mais disons que c'est une partie, et surtout à cause des questions de sécurité et tout ça, qu'il ne va pas perdre le contrôle ou que la situation ne lui échappe pas des mains, c'est ce qu'il veut éviter, que cette affaire ne devienne incontrôlable. Maintenant, ce genre de conflit finit toujours par s'étendre à d'autres sujets. Aujourd'hui, nous allons voir la réaction de J.D. Vance. Nous allons également voir la réaction de l'ambassade d'Israël au Mexique. Toujours. Eh bien, l'ambassade du Mexique en Israël aurait alerté les Mexicains parce qu'au final, il pourrait y avoir une réaction. Il pourrait aussi y avoir une réaction de l'Iran face à ce qui se passe en ce moment, n'est-ce pas ? Au final, s'il y a une Coupe du Monde, s'il y a une situation où il pourrait essayer de faire quelque chose, ce ne serait pas seulement aux États-Unis. Même si évidemment le Mexique a été neutre et ne s'est pas mêlé de problèmes, oui, mais au final, certains des pays qui ont été attaqués au Moyen-Orient ne s'étaient pas impliqués non plus. Bien sûr, certains d'entre eux ont aussi des bases américaines, n'est-ce pas ? Mais par exemple, Oman a été attaqué alors que les relations avec Oman étaient déjà bonnes. Je veux dire que dans ces cas, les Iraniens calculent. Qu'a dit l'ambassade ? Quelle est la situation ? Eh bien, l'avertissement que donne l'ambassade d'Israël au Mexique est le suivant. Les autorités israéliennes viennent d'annoncer qu'en raison des attaques de missiles iraniennes en cours, le commandant du front intérieur vient de mettre à jour la politique de défense dans tout le pays. Cette politique est en vigueur depuis le dimanche 7 juin et elle l'était encore il y a quelques heures. Par exemple, les activités éducatives et les questions liées au travail ont été annulées dans la communauté d'Israël. Eh bien, le point est que l'ambassade informe sur ce qui se passe là-bas en Israël, sur les questions des missiles et tout cela. Et je pense que c'est un avertissement pour le Mexique, du moins c'est ce que je crois, pas ce que je pense, pour leur dire, eh bien, faites attention, parce qu'en ce moment, vous êtes à la Coupe du Monde, non ? Au final, je pense que tout le Canada, les États-Unis et le Mexique doivent être conscients des problèmes qui existent. Oui, c'est vrai, le Mexique ne se mêle de rien de ce genre de sujet, mais bon... Au final, la Coupe du Monde se joue entre 3 pays et l'un d'eux, c'est les États-Unis. Alors, qui sait, non ? Peut-être qu'ils y pensent. Espérons, je répète que non, qu'il ne se passe rien à ce sujet, mais c'est ça. Bon, c'est aussi en partie ce qui pourrait causer des problèmes. Maintenant, le message est quand même curieux, non ? Il y en a eu beaucoup et maintenant, ce qui attire l'attention, c'est que, dans ce type de message, j'insiste, un message informant de ce qui se passait là-bas, en Israël. Maintenant, les activités vont être suspendues là-bas en Israël. En même temps, on commence aussi à voir, c'est-à-dire, elles vont être suspendues. J'imagine que tant que ces attaques durent, non, tu ne vas pas risquer les plus jeunes, il vaut mieux qu'ils restent avec leur famille pour se réfugier vite. Maintenant, J.D. Vance réagit aussi face à cette situation, non ? Exactement, et avec une clarté, c'est vraiment impressionnant. Eh bien, affirmer que l'accord avec l'Iran sera trouvé, que l'accord pour mettre fin à la guerre sera conclu dans une semaine ou peut-être dans plusieurs mois. Bon, voyons voir, c'est beaucoup. Il a insisté là-dessus en commentant cette question des mois. C'est-à-dire... Évidemment, il n'est pas sûr. Non, bien sûr que non, il n'est pas sûr. Cela attire aussi l'attention. Passons à d'autres thèmes importants.
Bien, regardez, cette image est, c'est aussi hallucinant à voir. On va la regarder en plein écran, non? Parce que oui, c'est impressionnant de voir les poteaux électriques, oui. On va lancer la vidéo dans un instant, mais je veux que vous la voyiez comme ça. Juste d'abord, dans toute sa splendeur, du point de vue des couleurs, pas de la lumière, etc. À la fin, ce sont des explosions très violentes. Ça fait partie de ce qui s'est passé. Et voilà, je voulais partager un peu de ce qui s'est passé là-bas au Daghestan. Les mêmes Russes, ils ont dû filmer des attaques contre leur propre région. Et cette fois, l'attaque contre le Daghestan, ils assurent que ce serait historique, et le fait qu'on leur interdisait déjà de filmer et tout ça, maintenant, les Russes, ça ne les dérange plus, non. C'est-à-dire, ils y vont, ils filment et publient ça sur leur propre réseau, montrant aussi un défi envers Poutine, parce que ce qu'on veut, c'est cacher les effets de la guerre à l'intérieur de la Russie. L'Ukraine a frappé une conduite de gaz qui se trouve au Daghestan et ils assurent que ce serait l'une des attaques les plus dures qui ait eu lieu et aussi une conduite de gaz essentielle à l'approvisionnement en gaz là-bas en Russie. Ça ne s'arrête tout simplement pas, n'est-ce pas? Ils ont frappé fort et en fait, hier encore on parlait d'un point de bascule. Maintenant, quand tu vois ce genre d'attaque, tu te dis que ce point de bascule est vraiment axé sur la réduction au maximum. La façon dont cela évolue à cause des attaques. Concernant l'Ukraine, il ne s'agit pas de limiter les attaques contre la Russie. Il a également lancé une réponse, ou plutôt une contre-réponse pour ainsi dire, dans laquelle il a attaqué Kharkiv avec des drones, et pour l'instant on rapporte 4 morts et 10 blessés. Les attaques ont déclenché des incendies, endommagé des bâtiments, fait exploser au moins 18 véhicules et brisé des vitres. C'est ce que disait Oleg, surtout en ce qui concerne ce que dit Seinogumbo. Le gouverneur régional affirme que les attaques ont été particulièrement violentes. 10 personnes ont été blessées. 4 personnes sont décédées parmi les victimes. Il y aurait une femme de 22 ans, selon ce que dit le gouverneur. Il dit que l'ennemi a frappé la ville de Chiwi, c'est bien le nom de l'endroit, n'est-ce pas? Voilà la situation. Dans le conflit là-bas entre l'Ukraine et la Russie, n'est-ce pas? Avec des événements très graves aussi. Une autre image qui attire aussi l'attention, c'est cette image que nous voyons ici. Ici, c'est l'une des conséquences causées par les États-Unis en Syrie et en Iran, où malheureusement cela a affecté l'eau dans ce village, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas une ville, c'est un petit village ou une petite localité, et plusieurs villages de cette région d'Iran dépendent de cette eau. C'est terrible. Ce genre d'attaque ne devrait pas avoir lieu, quel que soit le pays. Non, les infrastructures civiles ne doivent pas être touchées, n'est-ce pas? Ce sont les règles des pays, disons, oui, civilisés, même en temps de guerre. Il y a une certaine civilité en théorie, et normalement, on suppose qu'ils essaient de suivre ce genre de choses. Souvent, dans les guerres, cela n'était pas respecté, n'est-ce pas? Non, ce genre de protocole n'est pas respecté comme il le devrait, et cela, c'est aussi montré dans ces images. Maintenant, nous avons cette autre image que nous voyons en ce moment. Ici, nous voyons se pointe en Syrie, Syrica, le même endroit où nous avons vu l'histoire de l'eau, mais cette fois depuis une vue satellite où l'on voit l'attaque qui a eu lieu contre une base navale iranienne. Bon, passons donc à d'autres sujets également importants. Il y a encore plus d'informations sur l'Ukraine, non? À commenter. Que se passe-t-il d'autre? L'Ukraine révèle aujourd'hui qu'elle prévoit de mener des attaques quotidiennes contre contre la Russie, et même les guerres se confondent. Mais l'Ukraine prévoit de lancer des attaques quotidiennes contre la Russie avec 600 drones et missiles. Volodymyr Zelensky a annoncé aujourd'hui un projet d'augmentation significative de la production, déclarant que cela se ferait quotidiennement national de drones et de missiles afin d'égaler ou de dépasser le volume d'attaques que la Russie lance actuellement. Et donc, lors de cette conférence de presse, il a beaucoup insisté sur le fait que l'objectif est d'atteindre une production de 600 drones et missiles par jour afin de mener ces attaques quotidiennes contre ce pays.
Et il a également annoncé qu'ils ont réussi à réduire de 71% l'approvisionnement russe allant de la Crimée à la Crimée et à Donetsk. Donc, tout cela, quoi? Ils transportent du pétrole et divers produits militaires. Tout cela a été attaqué pour empêcher les camions militaires d'atteindre les bases, pour qu'ils n'arrivent pas là où ils doivent livrer le pétrole. Oui, nous en parlions aujourd'hui, c'est ce sujet. Nous avons mis ici la carte de la route où 71% des approvisionnements n'arrivent pas dans la zone occupée de la Crimée. Et nous avons vu ici les images du manque d'approvisionnement en essence, ce qui a en partie paralysé la Crimée et d'autres régions. Et il y a d'autres zones, ce n'est pas seulement la Crimée. Il y a d'autres régions qui en ce moment n'ont pas ou ont très peu d'essence, donc ils sont limités. Et c'est ce qui se passe. Comme toujours, ce n'est pas inhabituel. Cela arrive quand il manque quelque chose. Un marché noir commence à apparaître et un marché noir de l'essence a commencé à émerger. Tu vas dans des maisons cachées là-bas où l'essence coûte 2 ou 3 fois plus cher. Alors d'un côté, ce marché noir de l'essence résout le problème des gens, mais de l'autre, ça leur coûte extrêmement cher. Et il y a aussi des cas, je ne sais pas si j'ai mis une vidéo l'autre jour, mais il y a une dame qui explique qu'en ce moment, c'est comme dans les films apocalyptiques, non? Avec les zombies et tout ça, les gens commencent à voler de l'essence dans les voitures. C'est-à-dire, si tu vois une voiture et que tu remarques que le voisin vient d'aller en mettre, qu'il en a trouvé au marché noir, enfin du pétrole, enfin de l'essence, tu vas et tu voles à ton voisin, non? Elle montrait qu'elle avait plusieurs bouteilles, ayant volé de l'essence à des voitures. Elle savait ce qu'elle avait pris. Eh bien voilà, elle continue d'enregistrer encore et encore. Si ce n'est pas bien... Voilà comment sont les choses en ce moment. Abordons d'autres sujets importants. Salutations à Tapatia Plus, comment vas-tu? Qu'en penses-tu? Ofe Mendez, Panteritas, Francisco Arce Francisco, comment vas-tu? MT, énorme salutations. Roble à toute la communauté qui arrive, mettez un like en dansant, partagez, s'il vous plaît. Et regardez, passons aussi à d'autres sujets, intéressants. Cette vidéo de l'histoire est en train d'être signalée, c'est-à-dire dans cette vidéo. Ce qu'il montre là, c'est une sorte de défaillance, pour ainsi dire, c'est-à-dire une défaillance. Dans un stade où, d'après ce qui est rapporté, il va justement y avoir un état, un match entre l'Argentine et l'Islande. J'imagine que c'est pour faire des choses plus amicales ou quelque chose comme ça. Oui. Mais avec la pluie et tout ça, tout est mouillé. Vous voyez là-bas comment tout cela semble? Voilà comment sont les choses sur ce sujet, non? C'est en Alabama, là-bas aux États-Unis, non? C'est une affaire sérieuse. Passons à d'autres sujets également importants. Écoutez, sur d'autres sujets, sachez que la France interdit l'entrée dans le pays au ministre des Finances d'Israël, Bezalel Smotrich. Des choses comme ça commencent à arriver. C'est-à-dire que dans des pays comme la France, des pays européens qui avaient de très bonnes relations avec Israël, ce n'est plus tellement le cas. Le gouvernement français a annoncé aujourd'hui qu'il interdit l'entrée dans le pays au ministre des Finances d'Israël parce que, c'est un personnage qui a été... En effet, il cherche l'annexion de la Cisjordanie ainsi que la création de nouvelles colonies dans cette région. Dans un message de le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a indiqué que cette mesure s'inscrit dans un nouveau paquet de sanctions contre les colons de Cisjordanie, également soutenu par le Royaume-Uni ainsi que par le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et aussi par la Norvège. Donc, c'est aussi un sujet vraiment important. Aussi d'ailleurs, il y a également des informations sur ce qui se passe. À Taïwan, dont nous vous avons donné des mises à jour et où les tensions n'ont pas cessé, la situation devient de plus en plus grave. Donc cette fois-ci, on parle à nouveau, essentiellement de harcèlement, n'est-ce pas? De ces navires marchands de la part des Chinois. Que se passe-t-il là-bas ou quelle était la situation? Aujourd'hui, Taïwan a dénoncé une escalade face à ces mouvements constants de la Chine. Le secrétaire général du Conseil de sécurité nationale, qui s'appelle Joseph Wu, a affirmé que
Les compagnies maritimes côtières rencontrent ces problèmes avec les navires marchands et la garde côtière chinoise, qui, sont des eaux sous juridiction de Taïwan. Cependant, Pékin les considère comme les siennes et cela génère déjà un autre type de tension ou davantage de tension. Que se passe-t-il, Taïwan? D'autre part, passons aussi à d'autres sujets importants concernant ce qui se passe dans le monde. Regardez, l'ambassade. L'ambassade, ce qui se passe en ce moment à la FIFA ici avec, comment ça s'appelle? Avec les loges, c'est incroyable. Allons-y avec ça. Il y a eu des vidéos qui ont circulé, des vidéos où l'on voit les propriétaires des loges ou leurs représentants essayer d'entrer pour voir les loges. Parce qu'au moment où la Coupe du Monde approche, tout à coup, on leur a dit non, qu'un juge dit que la FIFA a raison. Et donc, ils ne vont pas pouvoir utiliser leur loge, que ce ne sera pas possible, tout simplement, non. Donc évidemment, ils ont réagi. Les propriétaires ou bien les représentants légaux et tout ça pour demander quelque chose, parce qu'au final, avec tout ce dont on parle sur la souveraineté, non. Oui. Et maintenant, c'est la FIFA qui commande clairement, parce que la question est, tu es le propriétaire de ces loges en théorie, mais au final, si la FIFA en décide autrement, tu ne l'es pas, n'est-ce pas? Exactement, ce n'est pas juste dire « Écoute, ils trouvent un arrangement, tu ne peux pas, on ne peut pas, je ne sais pas. » Et si tu gardais un pourcentage de ce qui est gagné avec les loges? Non, 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 c'est directement interdit. Ils ne peuvent pas entrer, ils ne peuvent pas apporter de nourriture, ils vont devoir tout affronter. Comme toute personne qui paie un billet pour la Coupe du Monde. C'est un sujet sur lequel l'Association mexicaine des titulaires de loges et de places accuse la FIFA de ne pas respecter une décision de justice. Parce qu'il y avait déjà un accord, une décision judiciaire. L'autre jour, quelqu'un de la communauté nous en parlait et aujourd'hui, tout à coup, ils sortent ça de leur chapeau. Qu'en fait, non, qu'un autre juge a dit que non, que la FIFA a raison et que les choses vont se faire comme la FIFA le souhaite. Voilà comment ça se passe dans ce méga business, non? Au final, c'est comme ça. Je ne t'ai pas envoyé la photo de l'organisation pendant les matchs. Énorme. Énorme. Ils ont déjà pris des photos de comment ça va être, par exemple, une bière, pour dire une canette. C'est quoi? Ce sont costos, 300 pesos, un paquet de chips, 201, une canette de Coca-Cola, 5 centimes de 100 pesos. C'est-à-dire que les prix sont vraiment, vraiment très élevés. Vraiment exorbitant. Oui. Vraiment exorbitant. Regardez cette caméra, c'est lors d'un match là-bas au Kazakhstan, entre la Hongrie et le Kazakhstan. Si vous voyez cette caméra, je crois qu'il l'appelle la caméra araignée. Oui, qui est en haut, c'est cette caméra. Regardez ce qui se passe avec cette caméra. Elle tombe, imaginez. Elle tombe et un caméraman à peine, à quoi? 3 mètres de là, à peu près, c'est-à-dire. Voilà, non? C'est-à-dire, c'est évidemment un moment terrible quand elle tombe, elle est sauvée, mais vraiment de justesse, en fait, non. Non, évidemment, là, un incident a été évité. D'ailleurs, la rencontre a été suspendue pendant quelques minutes à cause de cela, n'est-ce pas? Parce qu'évidemment, il devait vérifier ce qui s'était passé, voir si la situation n'allait pas se reproduire, etc., etc. Non, mais bon, voilà où en est le sujet. Abordons d'autres sujets importants. Importance. Écoutez, au Venezuela, les choses deviennent intenses. Et là, tout à coup, on dirait que le gouvernement d'Elcy Rodriguez veut reprendre le contrôle d'une mine. Ou de plusieurs mines, et maintenant ils utilisent carrément des armes de guerre, ce qui rend ce sujet vraiment intense. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, aujourd'hui, il y a eu des images d'hélicoptères d'unités spéciales qui se sont approchés de la zone appelée Las Claritas, qui est l'une des principales zones aurifères là-bas au Venezuela, qui a été organisée, qui fonctionne ainsi depuis des années, en gros sans aucune légalité, n'est-ce pas? Et on dit que Diosdado, en partie, avait une part dans cette affaire. Il incitait les gens à y aller, à exploiter la mine. Et voilà cette opération à grande échelle des forces armées vénézuéliennes. Oui, c'était vraiment choquant. Ils ont tiré, comme on dit, à balles réelles sur les personnes qui étaient là. Des témoins rapportent des vols d'hélicoptères, des détonations et des mouvements de centaines de travailleurs qui ont dû fuir précipitamment ces zones d'extraction d'or appelées Las Claritas, ainsi qu'un secteur connu sous le nom de kilomètre 88 et 2 points clés de l'arc minier de l'Orénoque. Cela fait suite à cette intervention de l'État qui, pendant des années, n'a eu que une présence très limitée parce que, disons, ce commerce était aussi aux mains de groupes armés qui administraient ces mines, percevaient des extorsions et c'était quelque chose de courant, n'est-ce pas? Les gens là-bas avaient déjà leur affaire, non? Exactement. Eh bien là, on voit les militaires s'introduire dans cette zone. Maintenant, est-ce que cela se fait sous la pression des États-Unis ou est-ce vraiment une décision souveraine de Ciro Rodriguez? Eh bien, qui sait, n'est-ce pas? Mais d'après ce qui est rapporté, eh bien, il y avait des mouvements, même si je crois que c'est l'une des missions qui visait aussi un chef, non? Il me semble que ça visait un chef par là-bas. Eh bien, il y a eu des images qui circulent de hélicoptères volant près des mines. Je ne sais pas si c'est un des chefs qui opère là-bas. Oui, bon, c'est leur version. Leur version, c'est qu'ils poursuivaient un chef de ce groupe qui s'appelle Kilometro 88, que l'objectif était d'évacuer les exploitations non autorisées et d'affaiblir cette organisation qui contrôle une partie de ces groupes et qui fait aussi du racket. Et l'organisation International Crisis Group a assuré à Bloomberg avoir reçu de nombreux rapports concernant des mouvements militaires dans la région. Un chercheur qui s'appelle Bram Ebous a indiqué que les forces de sécurité ont restreint l'accès à Las Claritas et des aéronefs opérant depuis différents points du gisement. Non, eh bien là, il y a quelques images qui commencent à apparaître. Il faudra attendre qu'elles puissent toutes être confirmées, mais cette zone nous rappelle un peu ce qui se passe parfois au Congo. Oui, c'est très similaire, hein? C'est à la frontière avec le Brésil, où parfois des Brésiliens traversent. Il n'y a pas que des mineurs, il y a aussi des gens, disons des civils, des professeurs, des fonctionnaires, des travailleurs de différents secteurs qui, eh bien, ne gagnent pas assez d'argent. Et tout comme en République du Congo, eh bien, ils y vont pour voir s'ils ont de la chance. Finir quelque chose là-bas, eh bien, c'est vraiment fou. Abordons d'autres sujets importants. Eh bien, ce moment arrive. Là, il y a un groupe d'individus qui ont fait irruption dans des endroits où ils pensent qu'il y a des migrants, dans des maisons où ils pensent qu'il y a des migrants, et ils ont essayé d'incendier les maisons avec les personnes à l'intérieur. C'est un sujet terrible en Angleterre. Que se passe-t-il en Irlande, n'est-ce pas? Oui, en Irlande du Nord, à Belfast. Rappelez-vous qu'il y a quelques jours, il y a eu ce cas d'un jeune homme, il me semble qu'il avait 40 ans, qui a perdu la vie après avoir été attaqué par un immigré. La police, au lieu de l'aider, lui a passé les menottes et il a finalement perdu la vie. Et bon, cela a pris de l'ampleur parce qu'en réalité, le gouvernement n'a pas su gérer cette colère, car cela fait déjà de nombreuses années qu'il y a différents cas comme celui-ci. Aujourd'hui, il y en a eu un autre aussi terrible, un immigré qui a voulu décapiter quelqu'un juste là, voilà. Eh bien, malheureusement, il semble que ces manifestations deviennent de plus en plus violentes. Aujourd'hui, ils sont allés à différents endroits. Il y a des quartiers où il y a des maisons qui appartiennent à des immigrés. Disons que c'est le gouvernement lui-même qui les paie. Et là, vivent beaucoup de familles, où plusieurs familles vivent ensemble, n'est-ce pas? Le problème, c'est que la colère est grande et la violence augmente. Mais bon, c'est comme ça maintenant à Belfast, non? Ça, c'est à Belfast, en Irlande. C'est vraiment grave. Passons à autre chose. Mais c'est un problème qui existe depuis des années, qui n'a fait que grandir, et ils ne font absolument rien, même pas pour intégrer ces immigrés. Ils restent isolés et en même temps, ils continuent d'arriver. Et cela sans un contrôle, disons, important. Passons maintenant à d'autres sujets. Y a-t-il autre chose? Non. Passons donc aux commentaires.
Bon, eh bien, passons simplement. Passons rapidement à d'autres sujets. Regardez. Eh bien, une série de tempêtes est en train d'être signalée et elles vont s'étendre vers les États-Unis. Il y a 120 millions de personnes qui sont actuellement en alerte aux États-Unis en raison de fortes tempêtes et de tornades dans ce pays. Que se passe-t-il dans cette région des États-Unis ? Eh bien, en ce moment, une alerte est lancée pour des millions de personnes dans le nord et le centre des États-Unis qui sont sous cette alerte à partir d'aujourd'hui, mardi, jusqu'à jeudi. Ceci est dû à une série de tempêtes violentes avec des risques de grêle, de rafales de vent et de tornades. Et cela concerne toutes les grandes plaines ainsi que le haut Midwest, où les autorités météorologiques fédérales et étatiques maintiennent cette alerte active selon le service météorologique national du NWS et la NOAA. L'événement inclut un risque classé au niveau 3 sur 5 qui couvre des régions comme le Minnesota, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Nebraska et le centre des prévisions de tempêtes. Il est indiqué que des orages avec des supercellules sont attendus, capables de produire de la grêle de grande taille, pouvant atteindre la taille d'une balle de baseball. Dans certains cas, des rafales de vent dépassant les 120 km/h et des tornades de différentes intensités. Ils ont donc confirmé que l'atmosphère le confirme, c'est-à-dire que le portail météo de Weather Channel reconnaît la probabilité de phénomènes extrêmes dans de nombreuses de ces régions, en raison du déplacement d'un système frontal et en plus de la présence d'air chaud et humide en surface. Là, nous voyons à partir d'aujourd'hui comment ces orages se forment et comment ils vont progresser. Ils sont très étendus, n'est-ce pas ? Des rafales de vent supérieures vont se répartir. En vérité, nous n'allons pas nous arrêter sur chacun parce que c'est vraiment, vraiment vaste. D'ailleurs, une partie du Mexique va aussi avoir ces orages. Donc, restez attentifs, nous avons déjà expliqué comment cela va se passer d'ici jusqu'au 15 juin. Que ce soit pour le Mexique, l'Amérique centrale, le Sud, une partie du Sud de l'Amérique et pour les États-Unis, on attend des orages et des pluies importantes. Par moments, le ciel se dégage un peu, puis elles reviennent en surface. C'est donc une constante, alors allons-y. En fait, même le jour de la Coupe du Monde, non. Par exemple, ce jeudi, il est possible qu'il y ait des pluies dans certaines régions. En fait, même le jour de la Coupe du Monde, par exemple, jeudi, il est possible qu'il y ait des pluies à Mexico. Si on regarde ici ce qui concerne le Mexique, n'est-ce pas ? Si on regarde les vents supérieurs à certains kilomètres, par exemple jeudi 11 à 14 heures environ, d'accord ? À 14 heures, on observe déjà l'heure et le déplacement des tornades, leur présence jeudi 11 à 14 heures à Mexico, n'est-ce pas ? On le voit bien là. Ce serait donc pour jeudi, n'est-ce pas ? Mais le match concerne des cas de rafales de vent supérieur et de tornades également. Au déplacement, à midi c'est bon, la présence est la même. Oui, puis après midi, vers 4 heures de l'après-midi... Rafales, vent dépassant les kilomètres par heure et tornades en déplacement, l'orage, il se peut qu'il y ait une inauguration sous la pluie, n'est-ce pas ? On peut jouer un match sous la pluie. Oui, c'est possible. C'est-à-dire, il faudrait vraiment que ce soit très extrême pour qu'il y ait des conditions chaudes et humides comme ça. Mais oui, c'est possible. Des rafales de vent extrêmes pourraient entraîner une suspension. Voyons ce qui se passe, non ? L'heure et les tornades évoluent. À la surface, comment ça l'heure ? Visite à ceux qui sont nouveaux et à ceux qui sont ici depuis longtemps aussi. Commentez, s'il vous plaît, d'où vous nous regardez. Pour les cas, des rafales de vent supérieures à tout. Ceux qui, pour la première fois, passent par ici, font un tour et ne savent pas s'ils doivent en commenter ou non. Parce que tout le monde est déjà en train de discuter, n'est-ce pas ? Eh bien, lancez-vous à discuter, lancez-vous à converser, parce que c'est pour ça que la communauté existe, non ? Pour pouvoir discuter, il faut une présence chaleureuse, et il y a une phrase que mon père nous disait, je ne sais pas, des phrases très intéressantes, il disait des phrases. Toute sa vie en sait, le mouton a eu peur du loup, mais c'est le berger qui l'a mangé. Intéressant, d'accord, des cas, des rafales supérieures, tout va bien. Il dit salutations, kilomètres, chaîne, dit Sendegno, femme, il dit l'heure et il dit tornade. Déplacement, moi et de la chaleur, et salutations à Wyckoff, et salutations aussi au père 2 à Blanca. Des cas, des rafales de vent supérieures à Leonardo, les kilomètres par. Et ainsi, j'ai déjà posté les tornades de mon petit chien Moro. Déplacement, la communauté, merci pour votre travail, merci beaucoup Leonardo, on le voit tout de suite, n'est-ce pas ? Bien sûr, salutations aussi à la présence de chaleur et salutations à qui n'avons-nous pas encore salué ? Surface. Rafales pour Luis Ortiz. Comment vas-tu, Luis Ortiz ? Quoi de neuf ? Les kilomètres montent, que par heure les tornades de déplacement, et ça donne le monde, ça va comme le dit Music.
et humide. Salutations music, comment as-tu la surface? Quel cas? Les kilomètres ainsi l'heure des tornades de déplacement, Macosta. Ici, la rotation qui se produit est celle de l'air chaud et humide à la surface. K, des rafales de vent de kilomètres par heure et des tornades en déplacement. Chaud et maintenant il s'avère que oui. Salut Ravi, ça va? Wilgoth, quoi de neuf? Salut Carmen, ça va? Rafale de vent, kilomètres heure, tornade en déplacement, présence de... Salut au fait, ça va? Wilkoff, quoi de neuf? Salut Carmen, la surface. Saludos. Muy buenas. Salut. Le Père Noël dit, ce qui est beau dans le sarcasme, c'est que les intelligents le comprennent et que les idiots s'offensent. Salut, vent fort à Icon Render. Plus d'ovnis, moins de guerre selon Icon Render. Oui, kilomètres, je sais. Par déplacement de tornade, et humide. Et la surface. Dice, más UFOs, menos guerra, dice Icon Render. Sí, ya sé, tienes Más razón. UFOs, menos guerra. Que- Les forfaits officiels ou d'hospitalité dans des zones exclusives pour des matchs à forte demande peuvent dépasser 120 km par heure. Et des tornades d'hospitalité dans des zones de déplacement et des rafales de forte demande peuvent-elles dépasser les vents supérieurs à 130 000 pesos mexicains? Salutations, petite panthère. Salutations à tous. Il vaut mieux que j'achète des kilomètres par heure et de l'humidité en surface. Casse. Rafale plus forte, tornade, présence de Leonardo. Mais il fait vraiment chaud et il y a des rafales de vent supérieures à... Les kilomètres de déplacement et la présence du petit chien. Salutations Léonard, c'est bien que tu l'aies partagé. Aujourd'hui, il est là avec sa grenouillère, bien habillé, parce que la surface est chaude. Oui, des rafales à peine supérieures. En Argentine, il fait les kilomètres, et bon, eh bien il est là, non? Comment il s'appelle? Il s'appelle Moro. Moro, n'est-ce pas? Moro, le voilà. Il dit tornade de présence de chaleur humide dans la rue, à la surface. Et se llama Moro. Moro, ¿verdad? Moro, ahí está. Voilà. Au Mexique, la fête mondiale sera dans la rue. J'espère que personne n'entrera dans le stade pour que la FIFA, le vent, kilomètres par heure et tornade de déplacement, que la FIFA baisse un peu le ton. Eh bien, je ne sais pas ici au Mexique, mais il y a des stades aux États-Unis qui ont encore beaucoup de place, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore vendus. Hansi, oui, qu'est-ce qu'il dit? Présence de chaleur humide, rafales fortes. Les Américains ne sont pas très fans de football. Qui ira voir le football? Eh bien, des kilomètres par heure et... Tu n'as pas peur des tornades de déplacement? Moi, oui, ça me ferait peur. Bien sûr, c'est possible. Donc voilà, non. C'est-à-dire, il se peut que des gens n'aient pas envie d'y aller, que la présence de chaleur intéresse seulement certains, non? Et dans certains cas... Des rafales de vent. Les étrangers pensent, s'ils y vont, il y aura des tornades, de la chaleur humide. Seuls les plus motivés voudront y aller. Como Ajá. dice. Sí. Ok, ya nos... Des rafales et tornades de la FIFA ont entraîné des évacuations. La chaleur humide près des stades a intensifié la situation. L'Iran a mis ce sujet en avant. Il affirme que parfois, les rafales dépassent celles de l'Est, avec des tornades et un temps humide à la FIFA et en surface. Il dit des cas. La FIFA, tu sais, ils refusent aux Iraniens d'aller voir les kilomètres. Et il dit, eh bien, vous savez, la FIFA dit toujours, eh bien, nous ne pouvons rien faire. Mais la question, c'est que beaucoup d'entre eux avaient déjà des tornades, des déplacements, et maintenant ils sont expulsés. Même s'ils ont le visa, ils peuvent être expulsés parce que le visa ne signifie pas qu'on va te laisser passer. La présence de, eh bien, beaucoup d'Iraniens, certains chaleureux, et je ne sais pas s'ils sont si nombreux, mais bon, certains Iraniens qui avaient déjà payé l'hôtel, qui avaient déjà payé certaines choses, eh bien, ils n'y vont pas, ils sont déjà en train de les expulser. Tu te rends compte? Edilcia nous dit qu'il y a un séisme, tu te rends compte? De plusieurs kilomètres, chaud, c'est-à-dire, je pense que c'est humide parce qu'il l'a publié à la surface. Nous allons vérifier, mais regarde, Edilcia, je te salue. Voici ton rapport. Tu nous dis qu'il y a eu des rafales de vent de plusieurs kilomètres et que le service sismologique du Costa Rica, le Psicori, aurait signalé un séisme de 5,1. C'est un séisme avec une magnitude importante. Alors allons-y tout de suite pour voir comment est la situation, non? Regarde ici. Ici aussi, l'USGS des États-Unis l'a déjà signalé. C'est le séisme qui se serait produit au Costa Rica, à la surface, au Costa Rica. Près d'ailleurs de cette zone de Liberia, n'est-ce pas? Et le séisme serait, selon Rafagas du vent, et le séisme serait, selon le sismologique des États-Unis, de magnitude 5, ainsi exactement pareil, 5,1 avec une profondeur de 65 km par heure de déplacement, 1,5, ainsi exactement pareil, 5,1 et la présence de 65 km toilet, c'est ça la surface. K km par heure et tornade, K. Rafale de vent supérieur à des kilomètres et de l'air chaud et humide au Costa Rica en ressentant le séisme. Comment ça s'est passé pour vous là-bas? Oui, alors peut-être on dit toujours, pour faire la guerre, il faut 3 choses. De l'argent, de l'argent et de l'argent. Napoléon surface. Mucho dinero. Sí. K, rafale supérieure à l'heure et PP, tornade de déplacement et présence de Ginès. Très bonne émission, il faut y aller aussi. Excellent, jusqu'à chaud et un salut à tous. Salutations du Chili. Salam Awiko dit, je ne suis pas le mytho, mais j'étais aussi poilu. Haha, humide à la surface. Casse. Vent supérieur à des kilomètres par heure et tornade, la quantité de militaires, 100 000 pour sécuriser la Coupe du Monde. Les images sont impressionnantes. Il y a de la présence et des états humides. Des rafales, du vent à grande vitesse, des tornades. Tout est très actif et présent, avec de la chaleur, n'est-ce pas?
Oui, et Tepatia Pepe dit « J'ai vu au journal télévisé du Canada que la surface... » No, sí. Des cas, des rafales d'Air Canada qui a volé sans licence pendant 20 ans, avec plus de vent, des kilomètres par heure, des tornades, de la course, du déplacement, la ligne. C'est une chance qu'il n'ait jamais eu d'accident. Il a déjà de l'expérience, il a déjà toutes les heures de vol. Enfin, mais imagine-toi. C'est-à-dire, la présence de chaleur humide a commenté quoi? Des rafales de vent et des tornades de déplacement. C'est fou maintenant. Il y a cette présence chaude que les rafales, Blanca, non? Plus de 100 000 soldats. Est-ce que c'est suffisant pour des kilomètres et des tornades, la présence d'humidité à la surface? Il y a cette remarque de ce que dit Blanca, l'un des 100 000 soldats. Est-ce que c'est suffisant pour assurer la sécurité dans ces cas, des rafales de vent dans les stades? Je ne sais pas spécifiquement, je sais qu'on protège les 3 stades. Plus spécifiquement, ces villes sont protégées sur des kilomètres, pas seulement par des soldats, mais aussi par des agents de renseignement, pas uniquement lors de grands déplacements. Celles d'autres pays qui, opèrent, moi depuis déjà, j'allais dire, je ne sais pas, mais appelle-moi paranoïaque, mais j'ai remarqué qu'il fait chaud depuis environ 2 mois. Parce que ce sont toujours les mêmes itinéraires que nous empruntons. Des vagues de personnes, pour moi, ce sont des agents chargés de surveiller et vérifier. Que ce soit le vent, les kilomètres parcourus, les tornades de déplacement, les voitures qu'ils amènent et tout ça, dans les zones où se trouvent les stades et la surface. Eh bien... Oui, comme des surveillants, n'est-ce pas? En plus, ils sont tous comme ça, des hommes, 30, 40 ans, costauds, certains même clairement supérieurs physiquement, avec tout leur sac à dos style militaire. Eh bien, ils ne sont pas vraiment très cachés non plus, n'est-ce pas? Mais nous les avons vus se déplacer. Eh bien, ils ne sont pas vraiment très cachés non plus, n'est-ce pas? Mais nous les avons vus souvent, à la surface. Dans toutes ces zones où se trouvent les stades. J'imagine qu'ils viennent aussi d'autres pays, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils viennent vérifier jusqu'au moindre détail, n'est-ce pas? Toute la sécurité. Dans le cas des rafales, oui, ce sont des événements très internationaux. Et où il peut aussi y avoir des problèmes, non? Il dit « J'ai mon pyjama à trompe d'éléphant », dit Wilkes. Des tornades à des kilomètres par heure. Salutations depuis la Colombie. Comment vas-tu? Déplacement, bonjour. Il dit « Bon, les sphères apparaissent normalement dans mon pays, puisque des cas, des rafales supérieures, les kilomètres, des tornades. Et présence de chaleur et d'humidité à la surface. » Rafales supérieures à Pablo Flores. Pour moi, l'Iran, c'est juste til un kilomètre à cause des tornades de Waleta, soit juste une couverture. Salutations, déplacement, chaleur en surface. Rafales. Devant supérieur Marcos qui dit très bonne information, Pépé. Salutations, Marcos. Salutations, qu'est-ce qu'on sait ainsi? Surface humide. Cas des rafales de vent supérieur, ils ont été secourus à des kilomètres et des tornades en déplacement. Présence d'air chaud et humide en surface. Cas, des rafales de kilomètres par heure, et ils ont été secourus. D'après ce qui est rapporté, sans blessure ni rien, non? Apparemment. Tepatia dit oui, mais ils leur font des examens obligatoires 2 fois lors des tornades en déplacement. Et ils n'ont jamais vérifié leur papier. Incroyable. De l'air chaud et humide, oui. Oui, des vents supérieurs de plusieurs kilomètres par heure, des tornades en mouvement et de l'air chaud et humide en surface depuis des années, dit-elle. 900 vols sans licence, et il a escroqué une compagnie aérienne pour des millions de rafales. L'ancien pilote Viento, kilomètres au fait, et Tornados Déplacement, arrêté le 1er juin 2026, accusé d'avoir commandé plus de 900 vols nationaux et internationaux, cela pendant 17 ans sans avoir l'habilitation obligatoire pour voler. Comme dans l'enquête du projet, appelé Projet Icar, cette enquête a déterminé que la surface. Wall, âgé de 59 ans, originaire de Barrie, Ontario n'a jamais possédé la licence de transport de ligne aérienne requise. Il a touché 2,9 millions de dollars. Il a aussi piloté des avions transportant des dizaines de passagers, selon la police. Bien qu'il ait touché 2,9 millions de dollars, il a piloté des avions transportant des dizaines de milliers de passagers, selon un communiqué de la police régionale. Des rafales de vent plus fortes pour le capitaine en 2009. Jusqu'à sa retraite en 2025, il a parcouru de nombreux kilomètres, affronté la chaleur et maintenant la surface est humide. Des rafales supérieures aux commandes des avions Boeing 767, 777, 787 pendant cette période, selon l'enquête policière. Il a présenté à plusieurs reprises des documents, il présentait ainsi des documents à cause des tornades et des déplacements. Selon l'enquête policière, il a présenté à plusieurs reprises des documents et il a présenté ceux de Tamariz. Il présentait des documents, mais ils étaient complaisants sans vérifier leur authenticité, n'est-ce pas? C'est clair, humide, dans un monde où oui.
Non, il n'y en a pas tant que ça. Putain. Quel cas, à quelle heure et en plus? Les documents ont peut-être été falsifiés pour des déplacements, mais ni la compagnie aérienne ni Transport Canada ne s'en sont aperçus, même lors de cas extrêmes. Ce phénomène, supérieur aux tornades, s'est produit avec chaleur. Et 2025, il le mentionne. Lors d'une évaluation opérationnelle de routine au terminal 1 de l'aéroport international Pearson, à Mississauga, les examinateurs ont détecté des anomalies dans la documentation de la licence du pilote. Transport Canada a lancé une révision réglementaire et, une fois celle-ci terminée, a transféré l'affaire à la police régionale de Peel au début de 2026. L'enquête a débuté en janvier de cette année et est déjà en cours. C'est donné. Les agents du Bureau des fraudes ont perquisitionné la maison de Wall en février de cette année. Ils ont également obtenu d'autres mandats judiciaires, interrogé des supérieurs et demandé une analyse médico-légale. Déplacement, le Bureau national de lutte contre la présence de juges. Ils ont interrogé des témoins et demandé une expertise judiciaire au Bureau national de lutte contre la falsification à Ottawa. O sea, y ahí nota. Que les documents à Ottawa. Donc là, ils ont remarqué que les documents étaient effectivement falsifiés, n'est-ce pas? Après 17 ans, la licence de Wall ne comportait pas la TPLA, la licence de pilote de ligne avion, le niveau le plus élevé de qualification pour les pilotes commerciaux. Son obtention requiert de réussir des épreuves de vent plus difficiles que pour les tornades, et c'est le minimum pour piloter un aéronef. Wall détenait bien une licence de pilote commercial, CPLA, il l'avait bien. Même s'il avait des antécédents, des rafales de capitaine, il ne pouvait pas commander de vol. Mais lui, il le faisait quand même, non? Ou des vents supérieurs à des kilomètres par heure et des tornades. Il avait la licence de pilote commercial, mais pas la licence de pilote de ligne, celle qui est requise, la TPL. Donc oui, c'est vraiment fou comme cas ici, non? Un temps chaud, et donc oui, c'est vraiment fou comme cas. Voyons ce qui va sortir d'autre de ce détail. Salutations dans les cas... Des rafales de soleil. Salutations à qui dans l'équipe de la prochaine nationale. D'accord, la grande télévision, c'est vraiment fou, j'ai entendu le FIFA, mais est-ce qu'on a des vents supérieurs qui travaillent dans la surface? Et ça, les gars. Ils collaborent avec les gouvernements, les militaires du pays, ou ils collaborent avec eux. Kilomètres heure, tornade, déplacement, le siège. Mais avec chaque pays, il y a un travail d'équipe, mais eux, la présence de chaleur humide en soi, ils n'en ont pas. Non. J'imagine que là, ils doivent avoir de bien meilleures relations avec les armées, n'est-ce pas, de chaque pays et avec les agents de renseignement. Oui, sûrement eux aussi ont un ou une spécialiste, n'est-ce pas? Quelqu'un pour les aider, mais à part eux, une armée n'en a pas. Salutations à Marcella Riquelme aussi. José, mon homonyme, José, tiens, 5400, 5400, 10, merci beaucoup. Pareillement, merci beaucoup pour le super chat. Ce pilote-là, celui-là, il l'attrape. Si tu peux, raconte-le. Ce film est excellent. Fais comme si ça avait existé aussi. Le cas réel? N'est-ce pas? Oui, c'est un cas 100% réel. Salutations à Son. Et Son, bonne nuit. Salutations Son, et aussi à toi. Wiko dit, aujourd'hui, une grosse explosion à Sinaloa. Espérons qu'il n'y en ait pas à Guadalajara. Salutations Wiko. Incroyable, Wiko. Comment vas-tu? Bonsoir. Salut à toi, Monica Ortiz. Ce pilote, c'était Denzel Washington. Les salutations sont terminées. Les salutations sont terminées. Comment vas-tu? Très bien, salut à toi aussi. Voyons qui nous avons convenu. Leonardo P. Papillas. En vérité, Wall Street attend la sortie d'Anthropic de chasse GPT de SpaceX. Les entreprises d'IA pourraient rediriger des investissements, dit Leonardo. Oui, Leonardo. En ce moment, il n'y a rien. Ils ne gagnent qu'un demi-million parce qu'ils ont des problèmes en ce moment avec tout le secteur technologique. C'est-à-dire qu'ils ont des soucis en ce moment avec la Chine. Ils ont des problèmes, enfin des petits soucis, mais rien de grave non plus, non. Ils attendent aussi de voir quelles seront les prochaines étapes de l'IA. Tu vois, ça a été un peu difficile. Si on compare avec la performance du S et P500 qui a été puissant, eh bien ce sujet-là est... Regarde, on le voit là, non? C'est le Nasdaq, lié aux entreprises technologiques, non? Ce n'est pas très bien, mais pas non plus vraiment mauvais, n'est-ce pas? Mais oui, il a eu quelques soucis par là. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Salutations à ceux à qui nous en adressons. Wolf Postado, bonjour, oui. Salutations à Joel Rivas, à Harry Kane. Il est aussi ici. Edith Bonadil. Nous lui envoyons nos salutations. Francisco Ars et Walter Osorio. Walter, comment ça va par chez toi? Quoi d'autre? Salutations à Voyons Andrade. Salutations à Emma. Salutations aussi à Vic Sega. Comment vas-tu, Vic Sega? À Vidal Reyes, qui nous regarde depuis Houston, Texas. Salutations, Vidal. Et aussi salutations à qu'est-ce qu'il y a écrit ici, MT Mexico, la fête. Regarde si on le lit. Salutations. Oui, super. Bon, eh bien, allons-y.
Allons-y les gars. N'oubliez pas que nous sommes sur WhatsApp et sur Telegram et nous vous envoyons des notifications pour les directs et nous sommes aussi sur Facebook, X et Insta. La sortie de SpaceX sera incroyable. Oui, n'est-ce pas? Parce qu'il deviendrait et redeviendrait trillionnaire, le premier trillionnaire du monde. Et l'attente est très très grande. Salutations Francisco. Eugène, comment vas-tu? Salutations. Bonsoir. Super. Salutations à Porto Rico. Eugène, comment ça va là-bas? Christy Krantz, très bien. Vic Sega dit ici en direct qu'à Aqua, en face de la Plaza Métropolitane, l'équipe du Japon séjourne et ça cause un énorme embouteillage. Vic Sega. Où ça, Vic? Non, mais ils sont là-bas, non? Ils ne sont pas... Ils sont partis aux États-Unis? Ils sont partis à Nashville. Ils sont partis à Nashville, oui, c'est vrai. Ils viennent de partir à Haye. Oui, ils s'entraînent car leur base était là-bas. Là-bas, leur siège? Oui. Leur siège est là-bas, mais ils sont venus ici un petit moment. Pour venir tâter le terrain ici. Oui, pour voir comment ça se passe. Qu'ils ont déjà remis en état le volcan aussi. Aussi, oui, ils ont déjà mis des trucs de la FIFA et c'est prêt pour qu'ils arrivent. En ce moment, il y a ceux de Tunisie. Ce sont eux qui sont ici maintenant. Ils sont ici en ce moment. Aujourd'hui, c'était à eux de s'entraîner à El Barrial. Oh, la footballeuse. Oh, quelle ombre c'est. Attention, on dirait que c'est possible. Oui. Oui. Eh bien, écoutez, bon appétit à ceux qui sont en train de dîner. C'est une blague, une blague, une blague? On va aller dîner. Oui, on va faire une blague pour les grincheux. Maman, aujourd'hui à l'école, on a appris à faire des explosifs. C'est bien, Jaimito. Et demain, qu'est-ce que tu vas apprendre à l'école? Quelle école? Eh bien, oui. C'est vrai, c'est ce qui se passerait. C'est vrai, c'est ce qui arriverait à l'heure. Salut. Eh bien, c'est que j'ai déjà faim en ce moment. Bon, les gars, on se voit bientôt. Salut. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, les gars. Bon, on reste ici, je veux dire, s'il y a autre chose, on revient tout de suite, mais vous savez comment ça se passe. Mais bon, une énorme accolade, merci de nous avoir accompagnés, vraiment, vraiment bonne journée. Comme toujours, moi, je pense qu'avec ce qui se passe dans le monde, avec les conflits, ça va être encore plus mouvementé. Allons-y, à bientôt. Nous interrompons votre programme. Toile. Merci de vous brancher sur la vérité. Ceci est PPN Direct. en direct. PP en direct contrôle le signal. Pépé et Astrid disent la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active là. Alerte, ne perds pas le fil. Abonne-toi. PP en direct à la maison. Abonne-toi.